À tous sur cette première édition du Morning Tech. L'objectif, c'est de vous parler de manière régulière de sujets techniques sur l'offre Beyond Trust et de vous apporter des réponses, en tout cas des idées et des réponses sur différents sujets. Ça va changer à chaque épisode, à chaque Morning Tech qui sera présenté. On essaiera d'adresser des produits différents, des sujets différents. Ça fait suite, je le disais, au Tech Talk qu'on a mené l'année dernière avec un assez grand succès. Donc, c'était plutôt intéressant de déclencher ça. On a changé le nom Morning Tech pour éviter d'être en compétition avec Beyond Trust qui eux-mêmes mènent des Tech Talks plutôt côté US. On a changé la fréquence aussi parce qu'on était sur une fréquence de 2 fois par mois. C'était assez consommateur en temps. Donc on est plutôt parti sur quelque chose d'un peu moins fréquent, plutôt une fois par mois. On va adapter un petit peu, il n'y aura pas forcément de récurrence exactement à la journée près. Et l'idée, ça reste quand même la même, de vous apporter du contenu, d'éviter aussi que vous ayez tout le temps à chercher des infos et peut-être vous donner des idées, que vous soyez client ou que vous soyez partenaire, de vous donner des idées d'amélioration de vos infrastructures, de bonnes pratiques, voire d'expansion au travers des produits que vous utilisez ou des produits que vous pourriez utiliser dans l'offre Beyond Trust toujours. Et le sujet du jour, ça va porter sur les bonnes pratiques justement, sur les produits on va dire qu'on déploie le plus, qui font partie de la gamme SRA. Donc c'est la partie Secure Remote Access qui inclut en fait deux produits. Le produit Privilege Remote Access, le Bastion, et le produit Remote Support pour la prise de main à distance. Donc j'ai compilé en fait les deux en un. J'aurais pu faire une session bonne pratique PRA, une session bonne pratique remote support. Il s'avère qu'il y a quand même énormément de choses en commun. On n'attend pas les mêmes choses en finalité, on n'attend pas les mêmes choses dans le déroulé, mais malgré tout, on souhaite, on a une gestion de la configuration qui est très proche. Donc finalement, j'ai bundelé tout ça en un seul. Ça permettra d'éviter de multiplier les sessions avec des contenus assez identiques. Et vous avez l'agenda avec les différents points qu'on va essayer de traiter en soi. Donc attention, ça reste, c'est des bonnes pratiques que moi je vais vous fournir. En aucun cas, c'est une exactitude parfaite. On sait tous que chaque cas client est différent, chaque besoin est différent, chaque attente est différente. Malgré tout, ça va fournir quand même un socle commun, des bonnes pratiques, des bonnes idées, une manière de procéder en fait dans l'approche de la configuration des produits PRA et Remote Support. Et c'est surtout là-dessus. Encore une fois, il ne faut pas le prendre de manière brutale et obligatoire. Bien évidemment, chaque cas client est différent et il y a des fois, il faut s'adapter. Il y a des fois, il faut être plus flexible que ce qu'on peut avoir lu dans une documentation ou vu dans un webinaire. Et donc, on va parcourir ces différents points, les basiques d'abord, les points essentiels par lesquels que vous pouvez pas éviter. Et puis ensuite, sur les bonnes approches et la bonne méthodologie d'approche. D'ailleurs, sur cette partie méthodologie, les produits PRA et Remote Support, c'est pas des produits complexes. C'est des produits qu'on met en place rapidement, efficacement chez tous les clients. Mais pour que ce soit efficace et rapide, faut être méthodique. Il faut avoir une appréhension de la configuration qui soit structurée et logique. Si on part dans tous les sens, oui, ça va être compliqué, oui, on va peut-être faire n'importe quoi et ça va pas marcher comme on l'avait vendu au client. Donc c'est cette approche-là et cette méthodologie-là qu'il faut avoir. Et quand on l'a, on atteint le but, on a de la satisfaction client et c'est ça qui est important. Donc du coup, dans les bases, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, il y a des choses essentielles, clés et sur lesquelles il ne faut pas transiger pour démarrer un déploiement. C'est le nom DNS et le certificat. Pour une simple et bonne raison, c'est que si le nom DNS qui a été mis dans l'instance cloud ou déployé dans votre build applicatif sur votre instance on-prem, si c'est pas tout à fait le bon, si c'est pas celui finalement que le client souhaite utiliser, arrêtez là. Et faites en sorte que d'abord la build soit modifiée par le support, parce que ça passe par le support obligatoirement, pour avoir le bon nom DNS. Ce nom DNS, c'est la base de tout. Okay, c'est la base de tout parce que tous vos composants vont contacter ce nom DNS. Ça va le contacter sur un lien SSL sécurisé, ce qui signifie certificat. Donc il faut aussi bien sûr que le certificat bind le bon nom et soit trusté. Et soit trusté sur toute la chaîne. Le root certificate, les intermédiaires s'il y en a et le certificat serveur. Tout ça, ça doit être trusté sur l'ensemble des postes qui vont devoir se connecter à l'instance. L'ensemble des postes, ça veut dire là où il y a des jump clients, là où il y a des jump points, là où il y a des consoles de techniciens,
tout ça, ça doit truster le certificat et résoudre le nom DNS. Pourquoi faut le faire en amont? Parce que si vous le faites plus tard, ça peut entraîner des choses un peu embêtantes, de redéploiement typiquement. Ou alors, il va falloir passer par une phase temporaire où vous aurez deux noms DNS, l'ancien et le nouveau, attendre que tous les composants récupèrent cette information-là et ensuite redemander au support d'enlever l'ancien nom DNS pour qu'il n'y ait plus que le dernier. Donc, c'est des étapes, finalement, c'est pas compliqué en soi, mais ça va ralentir le projet, ça peut poser des problèmes, clairement, et ça peut nécessiter des redéploiements de composants. Donc, faites attention à ça, essayez d'être attentif dès le début sur le fait que le nom DNS est le bon, que le certificat que vous avez, il est bon, il est trusté par tout le monde, il est soit public, soit privé. Si c'est public, en général, tout va bien. Si c'est privé, il faut bien faire attention que l'ensemble de la chaîne va être trusté de l'ensemble des postes. Sinon, ça va entraîner des soucis. Dans les autres bases qu'on fait quand on configure, on active tous les logs. Tous les clients, s'ils achètent un Bastion, s'ils achètent de la prise de main à distance sécurisée, c'est qu'ils veulent auditer. Donc, on active les logs. Ça fait partie des bases. On le fait de facto. Tout comme la partie SMTP. Si on se dit maintenant je le ferai plus tard, finalement il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire. Pour PRA, on va pas pouvoir faire de workflow d'approbation. C'est quand même embêtant. Pour la partie remote support, on pourra pas envoyer les liens d'invitation à des techniciens. On pourra pas faire d'invitation quand on est dans une session à quelqu'un d'autre. Donc le SMTP, c'est la base. On le met en place dès le début. Une fois que c'est là, on n'a plus à s'en soucier. Et puis, avant de commencer sur du déploiement, de la configuration ou quoi que ce soit, on fait une petite revue des options de sécurité et de l'accès réseau quand c'est demandé par le client. Ça prend un quart d'heure à expliquer les quelques fonctions. La plupart des options par défaut sont tout à fait pertinentes, donc on a assez peu de choses finalement en général à modifier, mais on fait une petite revue de ces options-là. Juste pour vous montrer ce que ça signifie, hein, je vais prendre donc une plateforme de test chez nous. Donc le premier élément, quand je vous parle de nom DNS et quand je vous parle de certificat, déjà vous pouvez vérifier à ce niveau-là. Dans la partie client software, vous voyez tous les éléments qui peuvent être justement connectés ou qui sont connectés et sur quel nom DNS et port ils vont venir discuter avec le client. On peut en avoir plusieurs, hein, des noms DNS d'ailleurs. Dans certaines architectures, ça peut être nécessaire. Mais voilà, vérifiez bien que c'est bien celui que vous souhaitez avoir pour la résolution DNS et bien sûr que le certificat que vous avez à l'autre bout, ce qui n'est pas le cas dans cette démo-là, mais on reste sur une démo, est trusté de bout en bout. Ensuite, la configuration, la partie log. La partie log, très simple, c'est des cases qu'il faut cocher à ce niveau-là. Donc, dans la partie configuration, on coche les cases, on active les logs, on modifie la résolution éventuellement. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont extrêmement demandées. J'ai rarement, pour pas dire jamais, vu un client qui me disait non, je vais utiliser ce produit-là pour pas avoir de log. Ça, normalement, ça ne devrait pas exister. On peut avoir des sessions qu'on ne souhaite pas enregistrer. On peut avoir des cas particuliers qu'on ne souhaite pas enregistrer. Et ça, on le traite comme des exceptions. Mais la base, le socle, c'est qu'on enregistre. On est là pour faire de l'audit, on est là pour faire de la conformité. Donc, on enregistre, on log les sessions. La partie SMTP, donc c'est dans la section management, on va retrouver la partie email configuration et vous configurez la partie SMTP. Alors, vous le savez tous maintenant, pour ceux qui travaillent en Exchange Online, hein, les recommandations Microsoft, d'ailleurs, je pense qu'ils ont complètement décommissionné maintenant la partie login et mot de passe statique. Enfin, il me semble, ou alors c'est que votre relais, il n'est pas très sécurisé. Donc, vaut mieux passer par de l'eau haute. Okay, ça reste les bonnes pratiques maintenant en termes de sécurité, en termes d'authentification. C'est des jetons au haut, c'est un peu plus complexe à mettre en place qu'un simple login mot de passe, bien évidemment, mais ça reste plus sécurisé et ça suit les recommandations. Sachant que si vous ne le faites pas aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas côté Microsoft, ça va l'être. Okay, ils vont décommissionner l'authentification legacy et encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, prenez du temps, faites-le. C'est un peu plus pénible, mais il faut le faire. Et quand je parlais des options de sécurité des consoles, dans l'onglet sécurité, vous allez avoir des éléments qui vont vous être proposés. Typiquement, si vous utilisez des comptes locaux, la complexité de mots de passe, l'expiration des mots de passe, c'est des choses sur lesquelles il faut se poser des questions. Mais surtout aussi ces petites options ici dans les consoles d'accès. Alors ici, c'est du Privilege Remote Access, hein, ma démo, mais globalement, vous avez à peu près les mêmes options, à quelques exceptions près. Et l'idée, c'est pas de voir option après option, c'est de vous dire les sections dans lesquelles il faut passer un peu de temps
pour vérifier ces paramètres-là. Donc l'Access Console dans la brique Security ou la Representative Console pour Remote Support, faut regarder, c'est quoi? C'est les timeouts. Quand j'utilise pas la console, est-ce que je ferme la session? Est-ce que je ferme la console pour libérer une licence, typiquement côté Remote Support? Est-ce que j'autorise certaines fonctionnalités ou certains usages dans cette console-là? Donc voilà, c'est des petites choses. Encore une fois, c'est 5-10 minutes pour se poser des questions avec le client. Mais il vaut mieux y passer dès le début, comme ça. C'est des paramètres qu'on pose une fois et qu'on oublie ensuite, pour être tout à fait franc. Donc voilà les quelques points clés qu'on fait en avance de phase, en première étape sur un déploiement. Ensuite, on passe sur la partie utilisateur en règle générale, parce que sans utilisateur, pas de config. Donc quand je parle d'utilisateur, je parle bien des techniciens. Okay, soit des techniciens de support, soit des techniciens de maintenance, soit des prestataires, soit des admins. En tout cas, ceux qui vont exploiter et utiliser la solution qu'on va vouloir mettre en place. Pour ces fournisseurs d'identité, vous le savez, ou si c'est pas le cas, vous allez l'apprendre. Mais donc, on a plusieurs fournisseurs d'identité qui nous sont disponibles. On a déjà un annuaire local, une base de compte locale qu'on est capable d'utiliser et qui peut être très pratique, typiquement pour des tiers mainteneurs, quand on veut vraiment leur donner une adhérence zéro dans notre infrastructure. Donc des comptes locaux, on retrouve quand même beaucoup d'Active Directory, faut être franc. On retrouve aussi énormément d'Entra ID, donc sur lequel on va s'appuyer sur le protocole SAML, mais on peut retrouver de l'Okta, on peut retrouver du Ping Identity, on peut retrouver des fois, encore un peu, j'aurais tendance à dire malheureusement, du Radius. C'est pas le plus sécurisé des fournisseurs d'identité, mais on en retrouve aussi, on est capable de le faire. On retrouve aussi des choses comme la partie Kerberos qui peut être utilisée. Donc ça fait partie des questions initiales, pareil auprès du client. Quel est le fournisseur d'identité? Quels sont les fournisseurs d'identité? Parce qu'on peut en avoir plusieurs, bien évidemment. On peut avoir même plusieurs forêts AD. On peut avoir plusieurs IDP SAML s'il le faut. Donc, on va être capable de les empiler, ces fournisseurs d'identité. Et il faudra quand même être attentif à une petite chose, c'est bien les ordonner si on en utilise plusieurs. Et donc, on crée les configurations pour l'annuaire en question. Quand c'est du local, je le disais, on fait attention à la complexité et aux expirations de mots de passe qui sont gérées sur ces comptes-là. Quand c'est de l'AD local, on va privilégier l'utilisation de l'agent de connexion. Ça vous évite d'ouvrir un port LDAP ou LDAPS en descendant de votre appliance, sachant que c'est une méthode qui est même pas disponible en mode cloud, ça semble logique. En mode cloud, on a forcément l'agent de connexion. C'est lui qui se connecte en SSL sortant vers l'instance et qui va venir fournir et pôler donc la partie AD locale et fournir les infos en retour à l'instance ou à l'appliance. Donc ça reste une bonne pratique d'utiliser cet agent, toujours dans la notion de flux montant et flux sécurisé. On est capable de les clusteriser, ces agents, donc pour en avoir plusieurs qui nous permettent d'avoir de la tolérance de panne si jamais la machine est en maintenance, la machine sur laquelle j'ai installé l'agent est en maintenance. Et puis dans les autres configurations, le SAML qui reste aujourd'hui quand même extrêmement courant. Plutôt simple à configurer, il y a des docs assez bien faits côté Beyond Trust, donc n'hésitez pas à aller regarder dans le Customer Portal. Attention tout de même sur la partie SAML, la gestion des groupes, elle est pas si simple que ça. En tout cas, il faut l'avoir faite une ou deux fois pour en comprendre la logique, mais les groupes ne sont pas pré-provisionnés en SAML. Donc, quand on crée la connexion SAML, on ne voit pas les groupes, pas par défaut en tout cas. On ne les voit qu'à partir du moment où quelqu'un s'est logué avec succès une première fois dans l'instance. Et donc là, on voit tous ces groupes à lui, potentiellement, tout dépend de la config SAML en plus de ça, qui vont remonter. Donc, il y a des petits tweaks à faire, il y a des petites choses sur lesquelles être attentif sur cette partie groupe. Je rentrerai pas dans les détails là-dessus, ça pourrait être un sujet ultérieur, mais voilà, c'est juste un point d'attention, gardez-le en tête. Et c'est des choses en plus, il faut gérer des deux côtés, il faut gérer et côté provider et côté service provider et côté IDP, donc identity provider, où il faut que ça matche des deux côtés entre les groupes, il faut comprendre ce qu'on va chercher et ce qui va nous être fourni et comment les traiter. Donc, gardez ça à l'idée, c'est une petite note sur laquelle il faut être attentif sur la partie configuration SAML, et bien sûr, c'est dépendant de votre IDP. C'est pas un Okta est différent d'un Entra ID, qui est lui-même différent d'un Ping Identity, qui est lui-même différent d'un ADFS. Donc, voilà, il y a des subtilités qu'il faut appréhender. Je disais l'ordonnancement, important, on les lit de haut en bas.
Donc, si vous avez un annuaire, une forêt AD principale et une forêt AD secondaire dans lesquelles vous avez quelques comptes seulement, bah, la mettez pas en premier parce que finalement, vous allez pénaliser tout le monde. On va devoir d'abord lire cette config-là pour ensuite descendre dans la principale. Donc, on va de haut en bas sur là où j'ai le plus d'utilisateurs jusqu'à là où j'en ai le moins. Et puis enfin, petite pratique concernant ces utilisateurs, on essaye de rien définir en termes de propriété utilisateur. Donc, alors, quand on parle d'un annuaire type AD ou type SAML, on a rarement le problème. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il n'est pas pré-provisionné, encore une fois. On ne le provisionne qu'au premier logon. Donc du coup, en général, on va vraiment tout de suite aller côté groupe policy quand on travaille avec un annuaire externe. Là où des fois je vois des choses, c'est sur les comptes locaux. Parce que quand on crée un compte local, on a tout un tas de propriétés qui nous est disponible. Et donc, on va avoir envie de les configurer, ces propriétés. Ça reste, je vais dire, une mauvaise pratique, au sens où en fait, sinon, vous n'allez gérer que des exceptions. Donc, on le sait tous, hein, quand on veut avoir une config qui soit propre et qui soit homogène et qui soit maintenable dans le temps, on gère par groupe. On évite de gérer de l'exception. Ça peut arriver, bien évidemment. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. D'ailleurs, les options sont là, c'est qu'il y a bien une raison. Ça peut être utile, mais ça doit rester de l'exceptionnel. Donc, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire simplement que quand on va aller dans notre gestion des utilisateurs, donc on va retrouver nos security providers qui vont être disponibles ici, avec les différents protocoles dont j'ai pu parler préalablement. Pour la partie SAML, typiquement, je le disais sur la partie groupe, bien faire attention à cette configuration-là. La bonne pratique, côté groupe, hein, c'est ici known. C'est la bonne pratique au sens zéro trust. Pas la plus facile justement à gérer parce qu'il faut ensuite mettre à disposition des groupes qu'on n'a pas encore provisionnés. C'est là-dessus que je vous disais qu'il fallait être attentif. C'est un point essentiel quand on veut configurer du SAML. Et quand je vous parlais d'utilisateurs et d'éviter de créer des confs au niveau des utilisateurs, bah c'est parce que si on crée un compte local, quel qu'il soit, hein, bah on s'aperçoit en fait tout naturellement, on a tout un tas d'options qui nous sont mises à disposition. Quelles sont ces permissions au niveau de la prise de main à distance? Quelles sont ces permissions d'administration? Et donc, tout naturellement, si on n'est pas familier avec la solution, on va avoir tendance à se dire, ah bah il faut que, oui, lui, il a le droit de gérer les jump points. Ah bah oui, lui, il va avoir le droit de gérer les can scripts aussi. Et on va avoir tendance et la volonté d'aller dans ces settings-là et commencer une config unitaire. C'est une mauvaise idée. La bonne idée, quand on crée un utilisateur local, c'est j'écris les champs obligatoires, hein, un login, un mot de passe, et j'enregistre. Et je touche à rien d'autre. Je touche à rien d'autre. Je reste tout par défaut, c'est-à-dire tout vierge, sans aucun settings unitaire. Et tous ces settings, en fait, lui seront affectés et attribués par ce qu'on va appeler les groupes policy, dont on parlera un peu plus tard, qui vont lui descendre l'ensemble de ces permissions. Okay. Et comme ça, on va avoir une gestion par groupe et non plus user par user. Donc ça fait partie des bonnes pratiques. On évite de gérer de l'exception. Et là, j'en parle pour les users, mais je vais pouvoir en reparler encore après sur d'autres éléments. Donc ça, c'est l'un des premiers points qu'on adresse quand on fait un déploiement. D'abord, il faut être capable d'avoir des utilisateurs et comme ça, on vérifie tout de suite que l'utilisateur que je viens de créer ou l'annuaire sur lequel je viens de me mapper est capable d'ouvrir une console, capable d'ouvrir une session. Il y a peut-être rien à l'intérieur et c'est pas grave. L'important, c'est juste de vérifier, c'est bon, mon authentification fonctionne, qu'elle soit locale ou qu'elle soit sur d'autres annuaires. Mais en tout cas, j'ai passé cette première étape. La deuxième étape, ça va être de justement commencer à penser nos stratégies. Et penser des stratégies, ça se fait de manière objet. Dans les configurations Remote Support et PRA, on a des objets. Ces objets, c'est quoi? Ça va être ce qu'on va appeler des jump groups, des stratégies de jump, des stratégies de session, par exemple, et des objets de type jump client, jump point. Donc, c'est tous les éléments qu'on va vouloir manipuler et pour lesquels on va avoir des éléments de configuration ultérieurs. Ces objets, ils vont rester, et c'est ça qui est un peu perturbant la première fois, hein, c'est que quand je crée des jump groups, quand je crée des session policy, quand je crée des jump policy, au début, je crée ces éléments-là,
Je crée un workflow d'approbation, je crée des droits particuliers pour ne pas avoir le droit de faire de transfert de fichiers, par exemple, dans une session policy. Sauf que j'en fais rien. Parce que initialement, je crée juste ces bulles-là, je crée ces objets, mais ils sont décorrélés de tout. Et en fait, c'est tout à fait logique. Il faut juste accepter cette idée-là. Initialement, c'est que je crée des bulles, je crée des objets, et c'est seulement mes stratégies de groupe, donc mes fameuses groupes policy dont je parle depuis les utilisateurs déjà, qui vont venir lier ces éléments-là entre eux pour faire en sorte que toute ma conf soit centralisée dans mes stratégies de groupe. Donc ces objets-là, ils ont quelques spécificités qu'il faut appréhender aussi, hein. Les jump groups, hein, c'est mon arborescence que j'ai sur la gauche, c'est les groupes dans lesquels je vais pouvoir mettre mes machines, mes équipements vers lesquels je vais vouloir me connecter, que ce soit des jump clients ou des éléments de jump au travers d'un jump point. Mais globalement, c'est une structure, c'est une arborescence. Mais attention, il y a quand même des éléments qui sont un peu gênants, c'est qu'il n'y a pas d'imbrication de groupe. Donc on n'a qu'un seul niveau de jump group. Et donc les jump groups, c'est ultra facile techniquement. Créer un jump group, c'est 3 secondes et demie, hein. Je crée un jump group, je lui donne un nom et je sauvegarde. C'est tout. Donc c'est ultra facile à créer. Par contre, il y a un peu plus de réflexion qu'il faut avoir, et ça fait partie de la gestion de projet en amont. Comment je vais structurer ces jump groups, moi, pour mon usage? Pourquoi? Parce que les jump groups, c'est pas juste un répertoire. Visuellement, pour moi, technicien, c'est un répertoire, soit. Mais d'un point de vue administration, il faut imaginer que derrière, il y a la gestion des permissions qui va s'appuyer sur ces jump groups. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre, c'est pas juste j'ai un répertoire Windows et un répertoire Linux. Parce que si j'ai des gens qui doivent utiliser seulement certains serveurs Windows ou seulement certains serveurs Linux, ben, il va falloir que j'adapte ma conf pour que ce soit pertinent. Donc, pensez-y, prenez un peu de temps avant de créer les jump groups. Euh, parce que ça doit s'adapter aux permissions que le client souhaite mettre en place, ou que vous souhaitez mettre en place si vous êtes vous-même le client. Donc voilà, ça peut paraître simple, mais finalement, il y a un peu de réflexion. C'est, encore une fois, c'est pas de la complexité technique, c'est de la complexité structurelle. Comment je m'organise? Les session policy, initialement, en tout cas, moi, j'avoue, je fais comme ça parce que c'est toujours un peu flou dans la tête des clients de se dire bah, quel droit exact je vais devoir donner à qui. On ne sait pas exactement parce qu'on n'a pas encore pratiqué l'outil. Donc moi, je pars sur une baseline où je me dis, bah, il y a des gens qui vont avoir le droit de tout faire. Il y a des gens qui vont avoir le droit de faire un peu moins de choses. Et donc là, j'ai quelques habitudes, on va dire, sur des éléments un peu plus à risque, on va dire, que je vais enlever dans la politique. Et puis, je vais avoir souvent aussi des parties invitations. Et donc, je vais être capable d'inviter des gens, alors sûrement en lecture seule, peut-être aussi en lecture-écriture. Et donc, souvent, je crée ces session policy par défaut, je vais dire, parce que le client n'est pas forcément tout de suite, va pas tout de suite comprendre toutes les imbrications qu'il y a derrière. C'est à l'usage ensuite. Quand il va commencer à l'utiliser, il va dire ah non mais moi cet onglet-là il me va pas, il y a trop de fonctionnalités à l'intérieur. Typiquement le transfert de fichiers, c'est pas normal qu'on puisse faire du transfert bidirectionnel. Je veux faire seulement de l'upload. Ok, bah très bien, on va modifier une stratégie une session policy ou peut-être en créer une nouvelle parce qu'en effet cette population-là ne doit pas pouvoir faire du transfert de fichiers bidirectionnel. Donc voilà, ça va se modifier, mais de base, il en faut. Donc comme il en faut, moi je pars de ce principe-là, je vais créer un full access, un accès limité et des invitations en read-only, en lecture, écriture, etc. Les jump policies, c'est pareil, mais il y a quand même les clients ont souvent quand même un peu plus d'idées parce que ça touche des choses qui parlent. Est-ce que vous voulez faire du multifacteur de session? Est-ce que vous voulez limiter les plages horaires? Est-ce que vous voulez faire du workflow d'approbation? Est-ce que vous voulez être notifié quand quelqu'un se connecte ou quand quelqu'un se déconnecte? Donc ça parle un peu plus, c'est un peu plus factuel, je vais dire, dans l'approche. En général, moi, les jump policies, c'est pareil, j'en crée souvent, pas une de chaque, mais presque. Après, j'évite, en tout cas, j'en crée assez rarement, sauf vraiment à la demande explicite du client, des jump policy qui mixent les éléments. Une politique qui va faire et du MFA et du workflow d'approbation, à ce jour, j'en ai pas vu. Mais sûrement que ça existe et sûrement que ça peut être utile. Mais et bien évidemment, on peut le faire. Mais voilà, moi j'avoue que je crée souvent des jump policy qui sont avec un seul et unique critère à l'intérieur, même si, et vous devez le savoir, hein, on ne peut pas affecter plusieurs jump policy à un objet. Donc ça signifie que si le client justement il vous dit je veux faire du workflow et du MFA, et que vous avez une politique qui fait du workflow et une politique du MFA, ben ça n'ira pas. Il va vous falloir une troisième politique
qui dit workflow plus MFA. Okay, on n'est pas capable d'affecter plusieurs jump policy. Donc, il nous faut toutes les combinaisons souhaitées par le client dans cette jump policy. Je vous rassure, des paramètres de jump policy, il y en a 5 ou 6. Donc, même si vous faites toutes les combinaisons possibles, allez, vous dépasserez pas les 25, grosso modo, jump policy qui seront possibles. Donc, ça reste largement gérable. Et surtout qu'une fois qu'elles sont créées, on n'a plus à y toucher. Un autre élément qui est clé dans les éléments dont on va avoir besoin ensuite pour pouvoir organiser nos stratégies, c'est les jump points. On a besoin qu'ils soient là. Parce que les jump points, c'est pareil, c'est pas parce que vous avez un jump point que tout le monde est capable de l'utiliser. Et encore heureux. Ça fait partie aussi des éléments qui nous permettent de segmenter les accès. Donc, c'est bien d'avoir déjà déployé les jump points. Je l'ai pas mis là dans les bonnes pratiques parce que il n'y a pas d'éléments clés. Je vais en reparler un petit peu après quand même, mais le déploiement des jump points ou des jump clients côté remote support en règle générale, c'est des choses qu'on fait quand même assez tôt dans la conf aussi, mais souvent après justement, c'est au moins en tout cas après les jump groups, parce que ça reste quelque chose d'essentiel pour la suite. Mais on en aura besoin. Okay, donc il est important de les déployer rapidement. Faut pas se dire je le ferai en dernier parce que finalement d'abord je vais créer ma politique. Non, parce que vous créerez votre politique sans jump point et donc personne n'aura accès à rien. Il faudra ensuite aller remodifier vos politiques quand vous aurez déployé le jump point. Donc autant le faire en amont. Les objets ensuite. Donc les objets c'est quoi? Les objets c'est un ordinateur, une ressource, un site web pour la partie PRA. Okay, donc c'est tous les éléments vers lesquels vous allez souhaiter initier une connexion. Une connexion que ce soit pour faire de la prise de main à distance ou une connexion que ce soit pour faire du bastion d'administration vers une ressource. Okay. C'est ce qu'on appelle les jump items, donc les objets de jump. Pour les créer, il y a plusieurs manières, mais moi ce que j'aime bien en tout début, c'est déjà je fais installer une console. Je préfère installer la console lourde, il y a plus de fonctions, c'est un peu plus je la trouve quand même un peu plus ergonomique, surtout pour de la gestion et pour l'initialisation en fait de la conf. Donc je préfère installer une console lourde. Maintenant, ça m'est arrivé chez des clients qui me disaient bah non, nous on utilisera de toute façon que la HTML5. Donc on a tout fait avec la HTML5, mais voilà, c'est s'il y a possibilité d'installer la console lourde, c'est plutôt sympa pour les premières administrations en tout cas. Et donc ces objets-là, on va pouvoir les créer directement dans la console. Et donc souvent les premiers, on va les créer manuellement. Après, on pourra faire des découvertes via le Vault, on pourra faire de l'import CSV. Si on souhaite faire des imports en masse, on pourra le faire en API, si le client est assez open là-dessus et possède des gars capables de créer les objets en API. Mais initialement, et pour valider les premiers éléments, on les crée manuellement. On les crée dans la console. On crée un objet de type RDP, un objet de type SSH, un objet de type web pour vérifier à minima les flux réseau. Pour la partie remote support et les jump clients, c'est un peu différent parce que les jump clients, ils viennent se pré-provisionner. Ils viennent, dès qu'ils sont installés, bouf, ils apparaissent dans la console. Donc du coup, pour la partie remote support, on crée le paquet de jump client, on le déploie manuellement ou on le donne à manger à notre outil de télédistribution préféré, on le fournit aux équipes qui s'occupent de la télédistribution. C'est quelque chose qui est ultra simple. Okay, c'est du MSI, c'est ultra standard, on donne le package. J'ai jamais eu un client qui m'a dit je sais pas déployer un MSI. Ça se fait. Ça se fait en GPO pour ceux qui ont pas d'outils et ça se fait sinon par des outils soit un peu legacy, soit un peu plus modernes comme du Intune ou du Jamf pour la partie Mac par exemple, mais ça se fait très bien. Sur la partie PRA, le Jump Client il existe, on est capable de l'utiliser, mais c'est quand même une exception. En règle générale, en PRA, on va plutôt utiliser les jump points. Et d'ailleurs, c'est l'inverse. Remote Support utilise beaucoup les jump clients et très peu les jump points. PRA utilise beaucoup les jump points et très peu les jump clients. Même si, encore une fois, les deux sont disponibles dans les deux produits. Mais voilà, si j'écris ça, c'est parce que la réalité du terrain fait que c'est comme ça aujourd'hui. Donc ces jump points, ce qui est écrit en PRA, vous pouvez le transposer en remote support, et ce qui est écrit en remote support, vous pouvez le transposer en PRA, bien évidemment, encore une fois, si vous avez des spécificités. Pour les jump points, on les déploie en mode cluster. On avait jusqu'à l'année dernière, jusqu'au dernier trimestre de l'année dernière, des limitations du mode cluster, des choses qui n'étaient pas possibles.
du proxy mode, par exemple, qui n'était pas possible en mode cluster, qui nous obligeait parfois à déployer du mode standalone. C'est fini. Ces limitations-là n'existent plus. On déploie du mode cluster tout le temps. Même si vous en avez qu'un. Si vous en avez qu'un, vous déployez le 1 en mode cluster, ça vous ouvre la porte à en déployer d'autres. Et si ça n'arrive jamais, c'est pas grave, ça va pas l'empêcher de fonctionner différemment. Mais ça vous ouvre cette porte-là. Parce que si vous le déployez pas en mode cluster et que vous avez un standalone que vous souhaitez passer en cluster, bah, il faut tout casser pour refaire. Et quand je vous dis tout casser, attention. Parce que si vous vous dites, bon, bah, il me sert plus à rien mon jump point en mode standalone, je vais le réinstaller en mode cluster, vous supprimez votre jump point standalone instantanément. Alors, vous avez un gros message qui vous le dit dans la console, mais comme on est tous que des humains et qu'on clique parfois sur les messages un peu plus vite qu'il ne faudrait, ce message, il vous dit que si vous supprimez le jump point, vous supprimez de facto l'intégralité des objets qui passent par lui, qui sont configurés pour lui. Vous avez passé des jours à créer les objets, à importer les objets au travers de ce jump point-là. Vous en avez des dizaines, des centaines, des milliers. Vous supprimez le jump point, vous supprimez les dizaines, centaines, milliers d'objets qui sont rattachés. Vous avez tout à refaire. Il n'y a pas de rollback. Donc, attention. On passe en mode cluster. Ça reste la bonne pratique. Après, vous dire combien il en faut dans le cluster, je peux pas vous le dire. Il vous en faut il vous en faudrait un minima 2 si vous voulez faire de la haute dispo et de la faute tolérance, mais il vous en faut peut-être plus, basé sur le nombre d'objets que vous voulez adresser en simultané. Est-ce qu'il vous faut un cluster, 2 clusters, 10 clusters? Je peux pas vous le dire non plus, ça dépendra de votre topologie réseau. Ça dépendra de la segmentation que vous souhaitez apporter. Ça dépendra du coût financier que ça peut représenter pour vous aussi. Donc il n'y a pas de bonne pratique sur le nombre de jump points. Il n'y a que des pratiques qui sont en adéquation avec les besoins. C'est tout. Donc on discute, on met le schéma et la topologie réseau du client devant ses yeux, on regarde, on explique ce qu'on peut faire et le client choisit le meilleur déploiement possible dans son usage. Et puis je le disais, donc on crée les objets manuellement dans un premier temps juste pour vérifier qu'on arrive à se connecter sur les VLAN adéquates, sur les sites adéquats, sur les équipements réseau adéquats, juste pour voir que on n'a pas de problème de flux entre les machines qui hébergent notre jump point et les ressources qu'on essaye d'atteindre. Voilà. Ça permet de gagner du temps tout de suite et de faire en sorte qu'au moment où on va faire les imports en masse, on n'ait pas des épines dans le pied. Une fois qu'on a fait tout ça, on est quand même pas mal parce qu'on a la possibilité d'authentifier des utilisateurs, on a des objets de stratégie comme les jump group, les jump policy, les session policy, on a la partie jump point et la partie jump client qui sont déjà là. Maintenant, il faut mettre un peu tout ça en musique. Il faut faire en sorte que justement ces fameux utilisateurs que je sais authentifier, je les mette dans les bonnes cases pour leur donner les bonnes permissions et les bons accès. Ça, c'est les stratégies de groupe qui est l'élément central de la conf. Okay. L'élément central de la conf de PRA comme de remote support. Et ces stratégies de groupe, elles ont quand même des notions qui sont clés. Il faut comprendre comment elles marchent. Et passer un peu de temps sans faire rien à l'intérieur explicitement, mais pour bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que dans une stratégie de groupe, il y a plusieurs méthodologies déjà de les traiter, mais il y a des notions de je paramètre un élément, je paramètre un settings ou pas. Si je le paramètre, il est à quel niveau dans mon arborescence, dans mon ordonnancement, voire même est-ce que je le bloque d'un point de vue héritage ensuite, parce que j'ai cette notion d'héritage. Retenez quand même une chose, en tout cas pour ceux qui viennent du monde système et qui ont déjà fait des GPO Microsoft dans leur vie. Alors quand je dis ça, ça peut faire un peu peur. Mais malgré tout, la logique des stratégies de groupe, et d'ailleurs elle s'appelle groupe policy, peut-être pas pour rien à vrai dire, c'est la même que les GPO. Okay, c'est-à-dire que les GPO, c'est des éléments qu'on positionne et qui ont une hiérarchie qui vont toutes s'appliquer du haut en bas. Et plus je suis bas, plus j'ai raison. Parce que je suis le dernier à parler. Okay, donc plus je suis bas, plus j'ai raison. Mais j'ai aussi dans les GPO Microsoft la possibilité de dire à partir de là, j'arrête de propager. Je bloque l'héritage.
On a aussi ce type de fonctionnement dans les groupes Policy Beyond Trust pour PRA et Remote Support. On lit de haut en bas, on incrémente les configurations, le dernier qui a parlé a raison, mais par contre, je peux bloquer l'héritage si j'en ai vraiment besoin. Ok. Et ça, le fait d'avoir cette notion d'héritage ou de blocage d'héritage, ça nous entraîne justement des possibilités de configuration. Et à mon sens, il y a vraiment deux méthodologies d'implémentation des stratégies de groupe. Je veux dire, il y a la facile ou la basique, et il y a la un peu plus complexe, mais un peu plus souple. La facile et basique, c'est je crée une stratégie de groupe pour chacun de mes groupes utilisateurs que j'ai identifiés. J'ai un groupe support niveau 1, un groupe support niveau 2, un groupe support niveau 3, ou j'ai un groupe tiers mainteneur, j'ai un groupe prestataire 1, prestataire 2. Et donc, pour chacun de ces groupes utilisateurs, je crée une groupe policy avec l'intégralité des droits à l'intérieur. Et comme ça, je suis assez peinard, hein. Je sais que si le user 1 qui appartient au prestataire 1, quand il se log, voici sa conf. Donc c'est hyper simple à lire, parce que pour un user, une politique, c'est simple à maintenir, parce que finalement, j'ai plus qu'à gérer les attributions de groupe dans mon AD ou dans mon Azure AD ou dans ce que vous voulez, et je sais où il va tomber. Et j'ai même pas forcément besoin de me poser la question de l'héritage, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'un user ne doit faire partie que d'un groupe. Alors ça peut être des fois des cas sur lesquels il faut être attentif, hein. C'est que du moment où un user, si je fais une erreur dans mon AD et que mon user, je le mets dans deux groupes, là, ça peut venir un peu mettre le bazar et voilà, parce que les paramètres vont pas forcément, vu que c'est la dernière politique qui va parler, c'est celle-ci qui va s'appliquer, alors que j'espérais peut-être que ce soit celle d'avant. Donc voilà, c'est le seul élément sur lequel il faut être attentif quand on a cette structure-là. La deuxième structure, c'est de travailler justement avec cette notion d'héritage, cette notion de blocage d'héritage. C'est-à-dire de plutôt travailler par incrément de configuration, en partant d'une première stratégie qui ne va configurer que certains éléments, ceux qui sont pour tout le monde. Puis une deuxième politique qui va améliorer des settings ou ajouter des settings de configuration, peut-être pour support niveau 1. Et une troisième qui va rajouter des droits et en modifier d'autres pour support niveau 2. Et ainsi de suite. Et en fait, on va se rendre compte dans cette configuration-là qu'un user ne rentre pas dans une seule politique, mais il va rentrer dans 2, 3, 4, 10 politiques successives qui vont, au fil de la lecture des politiques, venir implémenter ces paramètres. Donc c'est beaucoup plus granulaire, c'est beaucoup plus souple quand on est sur des grosses configs. Par contre, à lire, c'est pas évident. Okay, donc quand on a besoin de lire cet élément-là, on vient plutôt côté user. Et on regarde sur l'utilisateur, ok, il est rentré dans quoi? Ce settings-là, il lui est amené par quelle politique? Pourquoi c'est un oui et pourquoi c'est pas un non alors que je pensais que ce serait plutôt non? Donc on aura le détail, on aura la possibilité de le relire, mais faut être franc, ça reste plus complexe. Okay, ça reste plus complexe à lire. Et juste pour faire une petite image de tout ça, ma session s'est fermée. Allez, on y retourne. J'ai trop parlé. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'ai plus beaucoup de slides à vous montrer, donc tout va bien. Donc si on regarde un petit peu ces différents éléments dont j'ai pu parler jusqu'à présent, première étape, donc justement la partie Jump Client, la partie Jump Point, donc on génère les installeurs, on récupère les installeurs et on les déploie. Les Jump Groups, les Jump Policies, on va les retrouver ici. Quand je vous disais qu'un Jump Group c'est extrêmement facile, je crée un Jump Group, je lui donne un nom et je le sauvegarde. C'est tout. Même si je suis capable de gérer des accès en dessous, cet accès-là, encore une fois, on va essayer de le déporter côté Group Policies. Donc, on fait bien attention à ça. Enfin, on essaye, en tout cas, encore une fois, les exceptions sont possibles, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de vous donner des bonnes pratiques. Les Jump Policies, on crée des Jump Policies basés sur les critères qu'on va vouloir définir. Pareil pour les Session Policy, on crée des Session Policy, voilà, là ça match avec ce que je vous disais, accès limité, invitation lecture seule, accès total, qu'on va pouvoir venir associer ensuite dans nos politiques.
Et puis enfin les politiques, qu'on lit de haut en bas. Ok. Deux possibilités, je le disais, à une politique, un groupe, ou des choses qui vont venir de manière incrémentielle. Dans tous les cas, et ça peut vous éviter de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors, il y a deux, il y a, il y a deux théories qui s'opposent. La fameuse, l'éternelle groupe policier administrateur, full administrateur, hein, parce que forcément il vous en faudra une, celle qui vous permet de tout faire, celle qui vous permet de tout administrer, parce qu'à un moment on peut avoir besoin d'éléments. Cette politique, on peut la retrouver chez certains clients tout en bas, et on peut retrouver chez certains clients tout en haut. Les deux fonctionnent. Ok, faut juste faire attention. Moi, j'avoue que j'ai eu pendant assez longtemps l'habitude de la mettre tout en bas parce qu'on partait toujours du principe top-down. Et plus je descends, plus j'ai de permissions. Donc, en toute logique, les admins sont en bas. Et c'est tout à fait logique. Par contre, je me suis rendu compte que cette structure-là, des fois, on pouvait avoir des surprises, des mauvaises surprises. Parce que si on se mettait à cocher dans une politique au-dessus le blocage d'héritage, et qu'en parallèle de ça, j'avais une mauvaise attribution de mon compte user qui était censé être admin, et ben je me scie à la branche justement sur laquelle j'étais assis. Alors, c'est des concours de circonstances, hein, mais il faut quand même y penser. Donc, en la mettant tout en haut, vous pouvez, pour le coup, vous êtes assez peinard, c'est-à-dire que vous, dans les settings, il va toujours falloir en fait avoir une notion de je coche, je donne le droit, mais surtout, vous voyez, je force le paramètre. Donc, il n'est pas écrasable. Donc quelqu'un qui est admin, il va rentrer dans cette politique-là qui est tout en haut, il va avoir le droit d'admin et en plus, ce droit-là ne pourra pas être changé par quiconque en dessous. Donc en la mettant tout en haut, on chinte tous les effets de bord, tous les concours de circonstances, je le disais, qui pourraient avoir lieu. Donc bien penser à ça. Cette groupe policier admin, elle est importante parce que c'est celle qui va vous correspondre hein, quand vous allez devoir faire les configs et les déploiements et le troubleshooting. Donc on les ordonne, on définit les paramètres à l'intérieur. Quand on prend une politique, on a plusieurs éléments qui nous sont clés. Le premier, c'est qui fait partie de cette politique. Et là, vous allez pouvoir mettre des users, des groupes, vous allez pouvoir mixer les annuaires, vous allez pouvoir vraiment travailler de manière très souple. Ça, c'est l'affectation. Et ensuite, vous avez les settings. Et tous ces settings, ils sont regroupés déjà en catégories. Okay, les permissions d'administration, les permissions d'accès, les permissions de session, et puis les fameux liens. Quand je dis les liens, c'est tous les objets que j'ai créés préalablement. J'ai parlé des jump points, j'ai parlé des jump groups, j'ai parlé, pas encore, mais bientôt, des groupes de Vault, des comptes de Vault et des groupes en l'occurrence de Vault. Toutes ces associations-là, elles arrivent là. C'est ici que je fais ma jonction. Et si les admins doivent avoir accès à ce groupe-là avec un droit de start session only et avec le fait de ne pas les enregistrer, c'est ici que ça va se configurer. Donc, c'est ici que je tisse ma toile. J'avais mes objets qui étaient unitaires, qui étaient des bulles de config, mais sans lien les uns avec les autres. C'est dans la partie membership, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, appartenance, je crois, dans lesquels on vient tisser justement les liens entre l'ensemble de ces objets-là. Quand je parlais d'héritage, de blocage d'héritage, hein, de configuration, je choisis si je configure. Donc si je configure pas, c'est que, si je décoche la case en l'occurrence, ça ne veut pas dire que c'est désactivé. Gardez-le bien à l'esprit ça. C'est pas désactivé. Ça veut juste dire, cette politique-là que je suis en train de créer ne s'occupe pas de ce paramètre. Elle ne s'en occupe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose dedans. Ça veut dire que c'est pas cette politique qui le met. Okay. Donc, quand je coche, c'est que je veux configurer. Première étape. Deuxième case, si je coche, c'est que je veux que ce que je vais définir ne puisse pas être altéré par quelqu'un d'autre plus bas. Pardon. Allez, dernier point, la partie coffre-fort. Donc le coffre-fort, là pour le coup, entre les deux produits, c'est pas tout à fait homogène. Parce que pour le coup, dans PRA, 99% des clients l'utilisent. Mais moi, je le configure toujours à la fin.
D'abord, je vérifie que tous les accès soient bons, je vérifie que toutes les stratégies soient bonnes, je vérifie que les connexions se passent bien, et ensuite je parle du Vault. Parce que c'est une autre philosophie, un autre cheminement qu'il faut avoir. Pour RS, pour être tout à fait franc, c'est assez peu utilisé, donc on ne va pas le traiter si ça n'a pas de nécessité. Quand on utilise le Vault, il y a plusieurs choses à faire. La découverte des comptes, la découverte des machines potentiellement, et donc ça se fait avec des droits. Attention aux droits. Il faut bien définir et avoir les permissions adéquates sur votre domaine ou sur les machines. Ça, c'est des droits qui sont simples pour la découverte, un peu plus compliqués pour la partie rotation. Donc faites attention à ça. Il y a des éléments sur lesquels il faut être attentif. Je suis en train de perdre ma voix, mais je pense que ça va tenir quand même les 5 dernières minutes. La rotation, voilà, je disais, faites bien attention sur les permissions associées au compte qui est utilisé pour faire la rotation parce que c'est pas tout le temps bien fait. Et il y a des héritages, pareil, côté AD qui peuvent être embêtants. Pour les comptes protégés, les protected accounts, pareil, attention, l'AD, comme leur nom l'indique, les protège. Vous ne pouvez pas faire tourner un compte protected. Par défaut, il y a des choses que vous pouvez ouvrir côté AD si vous souhaitez faire tourner ces comptes-là. Okay, mais sachez-le, les protected accounts, et ça c'est pas nous, hein, c'est pas une limitation Beyond Trust, n'importe quel outil qui cherche à faire de la rotation de credentials, quand il se positionne sur un compte protégé, il a ces mêmes limitations. Okay, donc c'est une dépendance qu'on a à l'Active Directory en l'occurrence. Petite chose, et alors, je ne sais pas si c'est encore documenté. C'est sorti une fois dans les docs. Je ne le trouve plus maintenant. Mais par contre, sachez-le, si vous voulez faire de la rotation, c'est Jump Point Windows dans le domaine. Obligatoire. Donc, gardez-le à l'esprit. C'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Est-ce que ce sera encore le cas dans X temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien le cas. Et puis, côté Vault, on travaille comme pour le reste. C'est-à-dire qu'on travaille avec des groupes. On essaye de créer des groupes de comptes. On essaye de mettre dans ces groupes les comptes adéquats. Adéquats, ça veut dire quoi? Il faut réfléchir à qui va avoir le droit d'utiliser ces comptes, donc lié aux permissions. Il faut se poser la question de sur quelle machine ces comptes ont le droit d'être utilisés. Parce qu'on va faire du mapping. L'idée, c'est pas de donner à disposition, si j'ai 200 comptes dans mon Vault, je ne vais pas proposer 200 comptes à chaque fois sur toutes les machines pour tous mes utilisateurs. Le Vault, c'est matriciel. Okay, c'est en fonction de qui je suis, mon Vault inclut plus ou moins de credentials, mais aussi en fonction de où je vais. Donc en fonction de qui je suis et de où je vais, je vais avoir 0 compte, 1 compte, 10 comptes disponibles, mais en tout cas une limitation par rapport aux comptes qui peuvent être disponibles globalement dans le Vault. Donc c'est très important de travailler sur les groupes parce que je vais avoir les notions donc d'affectation des permissions, les notions de politique aussi, de rotation éventuellement que je veux mettre en place, et les notions de mapping qu'il va falloir gérer. Mais encore une fois, pour PRA, dans un deuxième temps, traiter le Vault dans un deuxième temps, parce que si on mélange tout, si vous voulez le tester assez rapidement le Vault, d'abord vous créez des comptes génériques avec un login, un mot de passe que vous écrivez en statique dans le Vault, juste pour tester les ouvertures de session et les connexions aux différents éléments. Et quand le client veut aller plus loin, c'est-à-dire faire de la rotation, c'est à ce moment-là, on se penche sur les groupes de comptes, le mapping, les stratégies, parce que là, ça va rentrer sur une plus grande complexité. C'était mon dernier slide. Je vous remercie, j'ai un tout petit peu débordé, je vous remercie de votre attention. Il y aura une session à venir, alors la date m'échappe, donc je ne l'ai pas écrit ici, mais ce sera donc le même principe, mais sur le produit EPM, qui sera traité par mon collègue Brice sur cette session-là. Vous avez accès à l'ensemble des sessions précédentes du Tech Talk, donc n'hésitez pas à récupérer le lien. Et si vous voulez transférer aussi la partie inscription, n'hésitez pas non plus, vous avez le QR code, vous avez le lien d'inscription en bas qui est disponible. Vous pouvez le transférer à vos collègues, à vos amis,
enfin, vos amis, s'ils ne font pas de Beyond Trust, ce sera compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas, tout le monde est le bienvenu pour ces sessions-là. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce premier Morning Talk, Morning Tech. On va reproduire ça très, très régulièrement. Je vous souhaite un très bon appétit déjà et puis une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.